c'est quoi le truc qui t'a fait mettre en réussite ou en croissance comme ça sur les rails? C'est quoi le... Comment tu expliquerais en fait du coup moi je veux dire cette réussite, parce qu'en 2 ans c'est une réussite. La chance? Non, je déconne. Non, c'est vraiment voilà, la continuité, la persévérance. Selon toi, ça serait quoi, genre? Est-ce que c'est lié à ton travail? C'est quoi? Est-ce que tu as senti que tu as fait un effort particulier? Qu'est-ce qui a fait que... Est-ce que c'est le focus? Comment tu arriverais à caractériser ça? Ouais, c'est vraiment la répétition, répéter. Après, peut-être qu'il y a eu, forcément, comme je te disais, une question de timing. Oui. Voilà, tu sais, il y a la vague qui arrive du confinement, toi tu arrives, hop, tu es déjà prêt, tu prends la vague et go. Quand la vague elle est passée, après, ben, tu galères à la rattraper. Donc il y a une question de timing qui a accéléré le business aussi, mais derrière, cette persévérance et cette remise en question aussi. Se remettre en question, demander des feedbacks et appliquer. D'avoir énormément bossé avant, tu as voulu garder ouais. La puissance de travail. Ouais, aujourd'hui je me dis, voilà, je fais 4 lives de 30 minutes, c'est que dalle, je travaille pas, tu vois. Ouais. Avant je faisais 4 cours par jour de 45 minutes. Mais ça aussi, c'est la perception du business en ligne. Quand tu te lances comme ça sur un business en ligne, est-ce que c'est un business pour toi vraiment en fait? Demain, si vous devriez ouvrir un studio ou un club de fitness et qu'il fallait faire des cours ou du coaching, combien d'heures vous feriez de coaching? Tu ouvres une salle de crossfit et que tu es tout seul à coacher, tu fais combien de WOD? Tu fais 40 WOD, tu coaches 40 heures. Tu vois? Pourquoi on ne coacherait pas 40 heures du coup en ligne pour donner l'inertie au démarrage? Au final. Ouais. Parce qu'on n'a pas brûlé de bateau. Voilà. Après, on rentre sur des démons d'organisation, de priorité, de focus et ces choses-là qui deviennent compliquées. C'est ça qui fait qu'au début, c'est dur de faire des lives quand on ne brûle pas le bateau, parce que tout à fait, il n'y a plus assez d'heures pour pouvoir faire le live. Du moins, sinon, tu fais tes lives dans tes pauses à 4 heures et tu sais qu'il n'y a personne. Ouais, c'est ça. Soit tu trouves une niaque en plus qui te permet de te dire je vais trouver le moyen de le faire, je préenregistre et je publie à l'heure avec un logiciel de streaming et je m'organise, tu vois. Mais il faut beaucoup plus de ressources et de niaque pour ça. Soit derrière, il faut impérativement te libérer de la charge mentale pour être dispo et frais pour faire le taf. T'as pas le choix. Mais ça c'est pareil, c'est comme si tu fais ta séance de muscu avant de donner un cours court. Si tu te mets une race à la séance avant et qu'après tu as un body attack ou un RPM, forte chance que tu aies moins de jus quand même si ta séance était productive avant, quoi. Ça devient après des priorités, l'organisation. Ah, du coup, brûler le bateau, pour moi, ça a été arrêter le club, arrêter d'être traîneur chez les Smiths aussi. Après, tu l'as fait, mais tu avais déjà fait des ventes. Oui. Est-ce que tu aurais eu l'audace, ou même les couilles, je pense, de le faire si tu n'avais pas fait ces ventes et si tu n'avais pas fait ce qu'il fallait pour faire ces ventes? Ça, on n'a pas la réponse. On n'a pas la réponse, on ne le saura jamais. Ouais, là, c'est vrai. Après, moi, je suis influenceur, donc peut-être je l'aurais fait et me dire... Puis tu avais donné l'exemple de si ça marche pas, au pire je travaille à la poste, au moins j'ai l'après-midi tranquille, je peux remonter un business. Et je fais du vélo au moins le matin. Je prends pas du poids. C'est ça. Ouais, c'est quoi les difficultés par lesquelles tu es passé? D'un coup les salles réouvrent, tu vois, les gens ils disent c'est plus trop ma priorité. C'est voilà, ça a été juin, juillet, août, ça a été compliqué. Ouais. T'as moins de rendez-vous, tu passes de 100 et quelques rendez-vous par mois à 50, donc si tu as moins de rendez-vous, tu vas moins. Si tu vas moins, tu fais moins de CA. Du coup, tu tiltes. Ouais, c'est plus la priorité, la priorité. Réouverture des salles de sport, voyage et tout, donc les gens, la priorité a changé. Donc c'est vrai que ça a été compliqué de renchaîner, de recréer cette dynamique-là. Et même nous, on a bossé dur pendant plus d'1 an. Au bout d'un moment, tu as besoin de respirer, de souffler, tu vois. C'est là où la charge mentale, tu vois, au bout d'un moment, tous les jours, au bout d'un moment, tu as envie de lâcher prise. Si tu lâches prise trop vite, ben, le business il peut se casser la gueule. Donc il faut avoir un timing pour déléguer, automatiser, tu vois. Et ce qui vient quand tu es 2, c'est plutôt pas mal par rapport à ça, pour être complémentaire, s'il y en a un qui remotive l'autre, pour gérer les tâches aussi, c'est plus facile. Charlotte, elle m'aidait en plus de son boulot, donc dès qu'elle arrivait, elle faisait les cours. Elle était là pour les mamans, parce que nous on coachait les mamans. Et du coup, moi j'avais mon organisation. Le matin, après, j'avais pris des bonnes habitudes. Je me lève, j'amène mon fils chez la nounou, je vais à la muscu et je commence à travailler à 14h à peu près.
Donc après, quand t'as ça, elle dit mais qu'est-ce qu'on fait ce matin et tout, bon, on va à la muscu. Ah, j'ai pas envie. Ben, reste à la maison, ouais, je m'ennuie. Donc du coup, ça a été compliqué au début et après. Ouais, non, mais c'est vrai. C'est dur la vie, tu dis ah putain, 14h jusqu'à 17h, après t'arrêtes. Mais t'as plus rien à faire, t'as travaillé pendant un an, tous les jours. Là aujourd'hui, tu vois, on se dit, on n'a pas envie de travailler, on ne travaille pas. On va à la plage, c'est pas grave. Tu prends le téléphone, tu réponds aux messages. Mais ce qui est intéressant avec le coaching en ligne, c'est tout ce que tu fais en fait, c'est archivé. Il y a une trace. Tu vois, si tu fais du coaching en salle, tu fais 1 heure de coaching en salle et une fois que tu as fini, ben, tu dois le refaire une deuxième fois, troisième fois, 4 fois, 5 fois. Une fois que tu as fait un cours en live d'abdos fessiers, je dis une connerie, tu l'as archivé. Si quelqu'un veut le voir, tu as le replay. Tu vois, donc en fait, il y a une trace. Et c'est cette bibliothèque qu'on a créée aussi, c'est tout le contenu qu'on a créé, les e-books, les recettes et tout. Au début, ben, tu dois forcément beaucoup travailler, mais rien n'est perdu en fait. Après, l'idée, c'est quand même que tu aies une croissance dans ton groupe et il y a de plus en plus de personnes qui te suivent. Donc, aller chercher des gens dans les communautés, dans les groupes, même par message privé ou directement sur Facebook. Parce que plus tu as de monde, la première inertie, c'est la plus difficile. Et est-ce que le fait de faire beaucoup de live dans la semaine, ça habitue les gens à consommer du gratuit? Finalement, tu sais, on a aidé 400 mamans, mais peut-être on en a aidé 4000 ou 10 000 qui n'ont pas payé. Mais ça fait partie aussi du jeu, tu vois. Il y a des gens, je me dis, je préfère qu'ils consomment mon contenu gratuit, qu'ils aillent sur YouTube et ils fassent du Thibaut InShape, gratuit aussi. Tu vois ce que je veux dire? Et pareil pour des recettes, tu vois, sur internet, tu as des milliards de recettes, tu as des milliards de cours. Donc est-ce que tu préfères que les gens suivent ton truc gratuit à toi et peut-être invitent une amie dans le groupe qui va te prendre le coaching, ce qui arrive? Ou est-ce que tu préfères rien faire et que du coup ils aillent consommer ailleurs? Il y aura forcément un pourcentage des gens que tu auras aidé en gratuit qui vont devenir clients en fait. Mais juste commence à aider les gens en fait. Ouais. Peu importe payant ou pas, juste apporte de la valeur full. Et tu auras forcément un échange. Mais d'où cette notion, et c'est ce qui a fait aussi un gros dip chez vous, c'était d'être présent tout le temps, tous les jours, d'apporter tous les jours une valeur. C'est-à-dire que tous les jours ils étaient là, ils existaient, ils ont créé une communauté, les gens les ont identifiés, les attendaient, ils ont pris le gamin en affect, ils ont pris tous les jours. Les gens ils sont fans de Roméo, il y en a qui ont envoyé des jouets, des livres et tout, même s'ils n'ont pas pris le programme, ils se sont... Voilà, on est vraiment pas des influenceurs, mais du coup on est des je sais pas comment te dire, on est proche des gens et voilà, on a créé une communauté vraiment à notre image quoi. Donc tu peux donner des conseils, tu peux apporter des vrais résultats aux gens tant que c'est ouvert. Dès que ça devient individuel à une personne, on n'est pas là pour travailler gratuitement. Oui, j'ai des conseils avec plaisir. D'ailleurs, regarde dans mon groupe Facebook, on en parle, on a abordé ce sujet-là. J'ai créé un post, j'ai fait un pour la semaine dernière avec cet officier, je te tag dessus pour faire ce cours. Tu vois? Quand tu t'assures que quelqu'un d'autre peut voir l'information que la personne à qui tu parles, tu peux donner du conseil. Ok. Parce que forcément, quelqu'un va lire. J'ai jamais compris la même chose. Ouais, en fait, c'est dès que tu es en message privé ou au téléphone en direct, one-to-one, que personne ne l'entend. Là, tu ne donnes pas de conseil. C'est anti-vente. D'accord? Mais dès lors que quelqu'un d'autre peut l'entendre ou en profiter, tu bénéficies du coup des ricochets et de l'effet de levier.